cette soirée, on a un petit panel d'intervenants et on a une animatrice qui est là-bas derrière. Et donc on a Antoine Talin, voilà, qui est architecte paysagiste, fondateur des Alvéoles. Donc les Alvéoles, qui est une école de permaculture qui se trouve en Drôme, qui est auteur de plusieurs livres, dont La forêt comestible et la haie fruitière, mais aussi Cultiver l'eau, etc. Et qui est coparrain du festival. Et qui est un vieux copain. Donc, voilà. Samuel Bonvoisin, spécialiste en hydrologie régénérative, auteur du bouquin Cultiver l'eau douce, et qui est aussi coparrain du festival. Alors on a Michel Vanul qui représente les fraternités ouvrières, donc on va plus vous présenter les fraternités ouvrières, là je crois qu'on a compris. Alors il y a Pierre Hauser qui est là, professeur à l'ULiège. Co-fondateur de Nourrir Liège, expert en transition alimentaire territoriale et, si je me souviens bien, impliqué dans la sécurité sociale et alimentaire. Hervé Covès, écologue, botaniste, spécialiste des mycorhizes, des relations entre plantes et champignons, invité d'honneur du festival, et poète à ses heures d'ailleurs. Bert Dont, pionnier flamand, qui a un endroit absolument magnifique qui s'appelle Het Woetselbos à Nokere. Voilà, c'est avec 650 espèces comestibles. Voilà, c'est devenu une référence en Belgique. Et alors Anne Suiten, la maîtresse du verre, spécialiste de la strate herbacée, experte en plantes vivaces comestibles et couvre-sol, et formatrice en perma. Corentin. Oui. Voilà, donc pépiniériste, local, c'est le local de l'étape. Et alors Clémence Dumont, qui est journaliste chez Tchac, qui est la revue spécialisée en agriculture durable. Donc il y a quelques exemplaires ici, si vous voulez les emporter. Voilà, qui va animer la soirée. J'ai oublié mon copillon quelque part, attendez. Bonjour tout le monde. Peut-être juste dire en quelques mots ce qu'est la revue Tchac, comme ça après j'arrête l'autopromotion et on vient vraiment au cœur du débat, mais donc c'est l'occasion rêvée pour une petite revue comme nous de se faire connaître. Donc j'ai quand même juste très envie de vous dire que la revue Tchac existe depuis 2020, que c'est une revue belge pilotée par des journalistes professionnels, et son but est vraiment de parler au grand public des systèmes alimentaires, puisqu'on se dit que nous sommes tous et toutes des mangeuses et des mangeurs, et donc c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde, et c'est une revue qui fait à la fois de l'investigation, donc vraiment des enquêtes de plusieurs mois, et aussi des décryptages sur tous les enjeux qui concernent les systèmes alimentaires, mais donc ça va de la santé, l'environnement, les enjeux plus sociaux, de solidarité, enfin voilà, en fait en parlant d'alimentation on parle de toute la société, donc c'est finalement très varié. Et c'est pour ça que bien que je suis journaliste pour la revue Tchac, je n'y connais pas grand-chose au jardin-forêt. Ma dernière enquête c'était sur la pêche, ma prochaine enquête c'est sur le lobbying des fabricants de lait infantile, donc voilà, chaque numéro est une découverte, et donc on m'a proposé d'animer
cette conférence sur les jardins en forêt, donc je me réjouis d'en apprendre, apprendre autant que le public, et peut-être plus, parce que j'imagine que dans le public, il y en a beaucoup qui connaissent ce sujet mieux que moi. Et donc on était censé avoir 1h30 de discussion. On a un petit peu de retard sur le planning, je ne sais pas à quel point on peut déborder, mais donc disons une grosse heure. Et alors je pensais structurer un peu la discussion en 3 grandes parties, et puis il y aura à la toute fin une possibilité de questions-réponses avec le public. Donc voilà, l'idée ce serait d'abord de parler un petit peu brièvement de ce qu'est un jardin en forêt, puisque tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, donc simplement se mettre d'accord sur les mots, sur le concept. Parler ensuite de pourquoi ce concept est né, à quel problème il vise à répondre. Et puis alors après ensuite une dernière partie qui sera peut-être un peu plus longue pour parler vraiment des expériences de terrain, voir comment ça s'est passé pour celles et ceux parmi nos invités qui ont créé des jardins forêts, quelles ont été les difficultés, quels ont été les aspects positifs qu'ils ont pu observer sur leur terrain, etc. Voilà. Et donc, comme je disais, on va commencer par se mettre d'accord sur c'est quoi un jardin-forêt. Voilà, moi j'entends parler de jardin-forêt, de jardin comestible, forêt comestible. Pourquoi ce concept est né et qu'est-ce qui désigne exactement. Et on m'a dit qu'Antoine Talin était le spécialiste qu'il fallait écouter sur cette question. Alors un jardin-forêt, forêt comestible, on entend plein de mots différents. Je crois que pour moi c'est avant tout, pour reprendre peut-être les mots de Michel, une des plus belles manières que j'ai trouvé de me sentir utile, une manière de me sentir à ma place dans le vivant. Voilà, je crois que le jardin-forêt c'est des mots, mais c'est pas les mots qui sont les plus importants. Peut-être que si je devais donner une définition d'un jardin-forêt, c'est un jardin qui a plusieurs étages de végétation, donc plusieurs strates, on dit, de végétation. Ça, c'est peut-être ce qui sera commun à toutes les formes, à toutes les multiples formes qu'on peut voir. Jardin-forêt, c'est quelque chose qui doit rester très simple, je pense, surtout après ce qu'on a entendu de Gilbert. C'est quelque chose qui doit être simple et accessible. Simple parce qu'on n'a rien inventé, simple parce que en fait le principe du jardin-forêt c'est simplement d'observer et d'imiter ce que cherchent à faire nos écosystèmes, ce vers quoi tend le vivant, presque où qu'on soit dans la planète. Le vivant tente à s'organiser de manière multi-étagée. Les plantes tendent à se répartir la lumière et à optimiser d'une certaine manière au maximum cette énergie solaire qui est disponible et transformer toute cette énergie solaire en énergie terrestre. Donc voilà, le jardin-forêt, c'est une manière esthétique, harmonieuse, joyeuse, j'espère, de transformer de l'énergie solaire en énergie terrestre. Pourquoi faire ? On peut se poser la question, voilà, pourquoi ? Pour produire quoi ? Pour manger quoi ? Pour nourrir qui ? Ça c'est des questions qu'on se pose souvent. Un jardin-forêt qui est réussi, c'est un jardin-forêt qui est difficile à prendre en photo. Voilà. Si on arrive à voir quelque chose dans la photo, c'est que c'est pas encore tout à fait mûr. Pour rester dans le thème, j'ai derrière moi là une photo du jardin des fraternités ouvrières que j'ai prise mercredi. Où on peut plus ou moins apercevoir différentes strates de végétation justement, avec une strate couvre-sol qui vient profiter de la lumière quand les arbres n'ont pas encore leurs feuilles à la sortie de l'hiver, qui vient préserver l'humidité aussi au niveau du sol quand le soleil sort en été. Une strate couvre-sol qui peut être composée de plantes sauvages, comme il y en a de nombreuses dans le jardin de Moucron, comme de plantes domestiquées, apprivoisées, comme là ces choux. On a dans des jardins matures essentiellement des strates couvre-sol avec des légumes feuilles et puis des fruits qui s'invitent par-ci par-là dans les clairières qui vont se créer, qu'on va créer et encourager.
mais je crois qu'Anne nous parlera de cette strate un peu plus en détail, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Et puis au-dessus, viennent s'organiser des plantes arbustives, des arbustes, des petits arbres, des grands arbres et des plantes grimpantes, des lianes, qui viennent recouvrir tout ça, chercher la lumière tout en haut pour faire redescendre cette énergie, faire redescendre ces sucres au niveau du sol. Voilà, on peut. Donc ça, je dirais que c'est un principe de base qui est une évidence sous les tropiques, parce que le soleil est un facteur limitant, parce qu'il fait chaud, parce que ne sont pas dans les mêmes cultures que nous. Et donc depuis une quarantaine d'années, c'est un modèle qui revient ici chez nous, qui est revenu par l'Angleterre, par Robert Hart. C'est des gens qui sont passionnés, des gens qui ont des intuitions. Beaucoup de gens aussi qui n'ont pas parlé de jardin-forêt au départ, qui ont simplement considéré que le jardin, ça devait être autrement. Voilà, on va en parler un petit peu aussi. Peut-être si tu peux tourner. Ça, c'est une autre photo que j'ai prise au jardin des Fraternités ouvrières hier, et on voit un jardinier au fond, qui est en train de couper des branches et de les remettre au sol. Ils étaient plusieurs à faire ça, alors qu'il y avait plein de fruits dans les arbres, alors qu'il y avait plein de fruits par terre. Il y avait des fruits à récolter, des fruits à transformer, et pourtant ces jardiniers prenaient le soin de redonner, d'organiser, de trier, de décomposer, de dégrossir le travail aussi de tous ces micro-organismes qui font ce sol fabuleux, qui est peut-être le premier résultat, peut-être le but ultime d'un jardin-forêt, de créer cet humus qui est complètement incroyable dans ce jardin. Donc voilà, je pense que le jardin-forêt, ça nous pose des questions de pourquoi est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on produit. J'ai souvent des questions qui se posent autour de est-ce qu'un jardin-forêt peut produire plus qu'un jardin classique ? Est-ce qu'un jardin-forêt produit plus qu'un jardin potager ou qu'un verger ? Effectivement, on peut considérer qu'il produit plus, mais le piège, c'est de chercher à en faire un modèle de production, justement. Je crois que le but d'un jardin-forêt, c'est pas de produire des fruits pour des fruits, c'est pas de produire plus, c'est toujours plus, c'est de produire autre chose, c'est de produire autrement, c'est d'incarner un rêve aussi, concrètement. Mais est-ce que je t'interromps 2 secondes, est-ce que tous les jardins-forêts ont pour vocation de quand même nourrir les humains, ou pas forcément ? Oui, les jardins-forêts, en tout cas, dont on parle, nourrissent les humains. Il y a plein de jardins-forêts qui nourrissent des oiseaux, et il y a plein de forêts qui sont comestibles pour d'autres. Mais effectivement, quand on parle de jardin-forêt, l'idée, c'est de nourrir des humains. On a ici la photo d'un autre jardin qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai démarré. C'est le jardin d'Irène Keitley à la ferme de Sourou dans le Périgord, qui est un jardin nourricier extrêmement productif. Irène et son mari étaient autonomes en fruits et légumes, ils en redonnaient aux voisins, ils étaient très fiers de ça, ils en troquaient, ils en échangeaient, à ma connaissance ils en revendaient pas, c'était pour le vivant. C'est un jardin qui s'est installé dans une forêt. Donc le jardin-forêt, pour moi, c'est aussi une manière d'habiter autrement, d'habiter un autre paysage. On peut tourner, voilà, le jardin-forêt de Sourou, il est extrêmement joyeux, productif aussi, parce qu'ils font des conserves, mais c'est le jardin de toute une vie. Son pseudo, donc j'ai envie de rendre hommage à Irène, qui est partie il y a 2-3 ans maintenant, qui a inspiré beaucoup de permaculteurs. Irène, son pseudonyme, c'était Hard Walking Hippies. Pour elle, c'était important pour elle de dire que tout ça, c'était le fruit d'un travail, et d'un dur travail, d'un joyeux travail aussi, parce qu'Irène, elle était très joyeuse. Et je vous dis ça parce que dans la tête de beaucoup de gens, le jardin-forêt, c'est une manière de produire sans travail. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant est-ce que je vais pouvoir me nourrir sans effort ? Eh ben, pour moi, non. Pour moi, non. Le jardin-forêt, c'est aussi une manière de vivre. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont nourries par leur jardin-forêt, ils consacrent leur vie. Voilà, elles donnent avant tout. C'est des gens qui donnaient, qui se posaient pas la question de donner ou de recevoir, et qui faisaient ça avant tout pour nourrir le vivant.
On peut tourner, je sais plus ce que j'ai mis, mais voilà, ça c'était les caves d'Irène. Irène, elle avait caché des caves dans son jardin forêt enterré qui étaient pleines de conserves, pleines à craquer. Elle avait pour 1 an et demi ou 2 ans de conserves. Donc pour moi, le jardin forêt, c'est un jardin qui est avant tout vivrier, nourricier, qui permet aussi de s'émanciper, de s'autonomiser, qui permet de penser le monde autrement, qui permet d'être au monde différemment. Et puis voilà, je vais pas prendre trop longtemps parce qu'on est nombreux sur scène, mais encore un autre jardin d'une personne qui est très inspirante et qui, pareil, a commencé non pas pour produire, mais pour les arbres. C'est le jardin de Chloé de Kecker, les jardins de Perladas. Ça, c'est 2 hectares. Après, elle s'est mise à planter 8 autres hectares, toute seule. Pareil, elle y consacre sa vie. Elle n'a jamais taillé un arbre, contrairement au jardin de Moucron. Il y a plus de 1000 variétés fruitières sur plusieurs hectares, avec une femme qui habite cette forêt et plein d'autres animaux. Voilà. C'est une femme qui est extrêmement généreuse, qui est animée par le don, par le fait de donner, et qui reçoit beaucoup, qui du coup ne sait plus quoi faire. Le jardin forêt, du coup, c'est des jardins qui incarnent l'abondance, qui peuvent peut-être être proches du jardin d'Éden, mais c'est des jardins aussi qui demandent beaucoup de dévotion, beaucoup d'implication. Voilà pour moi ce que c'est que le jardin forêt. Merci. J'avais envie de donner la parole brièvement à Bert Dont, parce que vous avez un jardin forêt en Belgique. Alors on parlera dans la 3e partie de vraiment le bilan que vous faites de votre expérience. Juste en quelques mots, est-ce qu'en Belgique on a la même vision du jardin forêt qu'en France? Est-ce qu'il y a des spécificités peut-être Oui, je pense. Pour moi c'est aussi le... Oh là là, ça va revenir. Je pense en Flandre, c'est plutôt l'idée de... Ça peut remplacer tout système craquant dans l'agriculture ou dans l'agriculture. Et on pense, c'est l'avenir, oui, quelque chose qu'on a trouvé, mais que peut remplacer tous les problèmes. Et donc c'est très rationnel avec quelle sorte, quelle distance, comment ça va pendant quelques années. Mais mon expérience c'est tu dois donner, et tu reçois quelques milliers en plus des expériences, mais pas surtout la monnaie. Donc pour moi c'est en néerlandais, en Pays-Bas et Flandre, on cherche plutôt l'équilibre avec la tête. Et ici, c'est très amusant de voir ce que je sens aujourd'hui. Et c'est aussi, surtout, d'abord, c'est la passion. Et pour moi, c'est très intéressant de combiner tous les deux parce que sans l'un et l'autre, ça ne marche pas. Donc, pour moi, c'était très clair que je veux un jardin forestier éducatif. Pas si grand, c'est 3/4 d'hectare, c'est pas géant, mais c'est pour des gens quelque chose, c'est doable, oui, c'est pour des familles et tout ça, parce que si tu visites des grandes fermes, et c'est beaucoup de travail, mais c'est une façon pour moi de célébrer la vie, dans toute façon. J'aime aussi la nature beaucoup, donc une nouvelle espèce de papillon, pour moi, c'est 2 semaines de nourrir, quelque chose comme ça. Et ça, c'est incroyable. Donc, c'est la raison d'abord. Si tu veux un jardin forestier, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu veux pour avoir une input-output réel, mais c'est très possible et absolument à faire. Avec un peu de travail. On parlera de ça après. Et aussi de tous les aspects de rentabilité et éventuellement économique malgré tout. On l'a déjà entendu dans tout ce qui vient d'être dit, ce concept de jardin-forêt, il est quand même très lié aussi à l'idée d'avoir un impact sur le monde et sur les défis auxquels la planète fait face.
on en entend beaucoup parler, mais c'est quand même important de remettre les choses dans leur contexte. J'avais envie d'entendre Pierre Rosaire là-dessus, peut-être rappeler quand même en quelques mots, dans un niveau très méta, en quoi le système agricole et peut-être même la façon dont les amateurs font de l'agriculture, font leur potager, posent des défis pour l'avenir de la planète. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai une bonne nouvelle. En fait, tout va bien, n'est-ce pas? Moi, quand je viens ici, j'ai l'impression que tout va bien. Vraiment, c'est formidable ce qui se passe. Donc, alors, du point de vue structurel, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais disons que vous avez entendu un peu plus tôt dans la semaine que la 9e limite planétaire, la 7e sur 9 vient d'être dépassée, c'est l'acidification des océans, et que, en fait, les 3 grandes problématiques, parmi d'autres, mais les 3 pires auxquels nous sommes confrontés, c'est le changement climatique. Ce n'est certainement pas sans lien avec le modèle agricole qu'on nous impose, mais peut-être que d'autres modèles agricoles amèneront des solutions, certainement. On a le problème évidemment de l'effondrement de la biodiversité. Depuis que je suis né, 70% de la biodiversité a disparu. C'est certainement aussi en lien avec le système agricole qu'on nous impose. Et là, très certainement, tu parlais des papillons. Mais en fait, le type d'agriculture qui est présenté ce soir fait partie des solutions pour rétablir et soigner le système qui est en train d'être détruit et duquel nous dépendons. Et alors on a une 3e limite qui est totalement hors de contrôle, c'est évidemment la question de la pollution chimique. Notamment le fait qu'il y ait des pesticides partout, même dans les nuages, et que ça, peut-être que également le système agricole qu'on nous impose fait partie du problème. Et donc en fait, on ne peut pas continuer à faire du même en espérant que l'issue soit différente. Donc il nous faut absolument reprendre la main sur ce qui fait que nous soyons ici, c'est-à-dire notre alimentation, c'est la base. L'eau et la nourriture. L'eau, vous le savez comme moi, on a eu des émissions d'investigation, notamment avec Emmanuel Morimond de la RTBF, qui a quand même bien démontré que maintenant, on a des résidus de pesticides partout. Y compris dans l'eau de Villers, là, qui bientôt ne sera plus commercialisée, parce qu'en fait, elle a trop de pesticides. Il faut se rendre compte, donc là, on est en train d'éliminer les dernières bouteilles. Santé, les gars. Vas-y, Sam. Ah ouais. Fallait prévenir avant de nous inviter quand même. Ah ouais, c'est pas moi qui aime des l'eau, Non, mais en fait, on ne sait plus trop bien quoi. Tout à l'heure, j'étais à un rassemblement antifasciste et on nous servait de l'eau de Chaudfontaine. Bon, Coca-Cola est quand même soutien de ce qui se passe, notamment dans la bande de Gaza. Donc, parfois, on n'est pas totalement au clair. Voilà, c'est un peu compliqué, le monde dans lequel nous vivons. Bien. Dans la reprise en main, il y a toute une série de choses extrêmement réjouissantes qui, selon moi, va faire en sorte que demain sera meilleur qu'hier. Il y a pile 10 ans, on organisait pour la première fois sur Liège un festival sur la transition alimentaire qui s'appelait Nourrir Liège. Eh bien, ce festival, tel que celui-ci, a en fait amené toute une série de centaines, de milliers de personnes. Et c'était assez réjouissant parce qu'en réalité, il y a des initiatives de transition partout, mais qui sont rendues invisibles par le système dominant, puisque quand vous allez dans l'espace public, vous avez des 36 mètres carrés, des 20 mètres carrés, qui vous incitent à bouffer de la merde et aller dans les grandes distributions, Colruyt, Carrefour, etc., qui vous délivrent une nourriture qui, la majeure partie du temps, vous rend malade, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il faut reprendre la main là-dessus. Et parmi les choses réjouissantes, c'est que, entre-temps, le festival Nourrir Liège a essaimé, et au moment où je vous parle, eh bien, en fait, il y a un festival sur la transition alimentaire
sur les territoires de Ourthe, Vesdre, Amblève, à Charleroi, à Namur, à Serein, à Houpeil, à Ouiwarem et dans le cœur de Hainaut. En fait, ce festival Nourrir ma commune est en train d'irriguer la moitié des communes de la Belgique francophone. C'est quand même assez prodigieux comme en fait les gens souhaitent exister. Et quand on est des centaines ensemble à partager nos pratiques, et bien en fait ça démultiplie les possibles pour que demain soit extrêmement réjouissant et pas une espèce de mur opaque où on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Et la dernière chose que je voulais ajouter, et qui pour moi est extrêmement importante, j'adorais Gilbert, n'est-ce pas, qui disait, bah oui, on a un cerisier et les oiseaux vont dessus, bah mettons un deuxième cerisier, enfin c'est formidable. N'oublions pas qu'en fait, dans toutes les questions qui nous intéressent, au cœur du réacteur, il y a les questions sociales. Et qu'au 1er janvier, on va avoir 100 000 personnes qui vont être virées du chômage et qui auront d'autant plus de difficultés, bien sûr pour se loger, bien sûr pour se chauffer, mais également pour se nourrir. Et donc, des alternatives comme ça, il en faut plein, et encore plus que ça, et rapidement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les festivals que nous organisons, mais également celui-ci, on a acclamé à juste titre 9 personnes, mais également la centaine de bénévoles. C'est du bénévolat. Si tout le monde doit bosser du matin au soir, il n'y aura plus de bénévolat et on pourra tuer le système de l'utopie en fait, tout simplement. Et donc soyons attentifs à ça, soyons attentifs à ne laisser personne au bord du chemin, des causes du réchauffement climatique, des causes de l'érosion de la biodiversité, des causes de ces pollutions chimiques qui ne profitent en fait essentiellement 80% de la pollution chimique que nous avons sur Terre, c'est 5 multinationales. Donc 5 multinationales s'engraissent à polluer la planète entière. Et avant-hier, j'avais Stéphane Aurel, qui est journaliste au Monde, qui est spécialiste sur ces questions, qui me disait, ben en fait, c'est très simple, pour virer tous les PFAS de la planète, il faudrait 1600 fois le PIB mondial. Donc en fait, il faut renverser la machine pour que nous ayons la main sur ce qui, en fait, nous appartient, c'est-à-dire notre vie. Voilà. Merci. Hervé Covès, en tant qu'écologue, vous avez sans doute un regard aussi sur l'état de nos sols, sur la richesse de ce sol qu'on est en train de perdre. Pourquoi est-ce que le jardin-forêt, on parlera après de pourquoi le jardin-forêt peut être une solution par rapport à ça, mais d'abord quel est l'état du problème au niveau de nos sols? Nos sols sont juste merveilleux. Merveilleux, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut impérativement être conscient. C'est que la vie est belle, mais belle d'une façon extraordinaire. Et dans tout ce qu'on vit ici, ça témoigne de la beauté. Le sol, la terre, c'est la vie, c'est la terre qui nous porte, qui nous supporte aussi, hein, qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Nos jardins-forêts sont quelque chose d'autre que tout ça, quelque chose que le sol nous apprend, comme une matrice dans laquelle est en train de naître quelque chose de nouveau. Une matrice qui engendre quelque chose de nouveau. Beaucoup s'inspirent des peuples premiers, de toutes ces formes d'agriculture, d'agroforesterie, d'agriculture sur toute la planète. Je rappelle que 60 à 80% de la nourriture humaine que consomment les humains est produite sur Terre par des femmes en agriculture vivrière. 60 à 80% selon les années. C'est l'essentiel des modes de production de la nourriture humaine, ces jardins-forêts. L'essentiel, largement. L'engendrement, l'enfantement, la conception. Ça dit à la fois le lien, le fait que tout est lié. Dans votre jardin, tout se relie pour un seul objectif, qu'il y ait plus de vie.
plus de vie dans nos vies, plus de vie dans leur vie de tous ces êtres qui nous accompagnent. Ce don qui a été largement mentionné, que tout ce don de la vie, émerge de tout ça, et que la Terre est à la base de ce don. Mais la Terre pas toute seule, comme le disait Antoine. Le fruit de la Terre est du Soleil. Pour que chaque photon se transforme en quelque chose qui dise encore plus la vie. Et la grande fragilité de notre monde. Nous avons tous expérimenté ça, que la vie est fragile, que notre vie est fragile. Et donc du soin, de l'immense soin qu'il faut apporter. J'aime beaucoup prendre l'exemple du petit germe dans une graine. Ce petit germe dans lequel la plante et tout son écosystème vont stocker tout ce qu'il y a de plus précieux, tout ce qu'il y a de plus riche, des graisses, des vitamines, des minéraux, tout ce qui va permettre à ce petit embryon de commencer à germer. Que cette petite graine, en fait, va être l'objet de toutes les attentions de la plante mère, de l'écosystème qui est autour, pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'elle ait la plus grande capacité possible de se multiplier par elle-même, car la vie a cette propriété fantastique, c'est qu'elle est capable de se transmettre. Et que nos jardins-forêts sont ces matrices-là aujourd'hui. Ces matrices dans lesquelles on apporte énormément d'attention à ce qu'il y ait beaucoup de vie, beaucoup de soins, beaucoup de liens, beaucoup de relations. Et qu'à partir de là naît quelque chose de nouveau, une forme de fécondité qui nous est complètement inédite tant nos cultures se sont éloignées de ce qu'est la vie. Inédite, mais d'une modernité extraordinaire, œuvrer avec la terre, pas avec elle comme un moyen de production, mais avec elle comme une matrice, une mère donc, une mère avec qui nous œuvrons pour que des nouveaux enfants naissent. Et ces nouveaux enfants, c'est les gens des fraternités ouvrières l'ont bien vu, que nous sommes tous vos enfants. Nous sommes tous vos petits, et que dans votre sillage, tous ces petits-enfants qui aujourd'hui sont de plus en plus autonomes dans leur art de concevoir la vie, je ne parle pas de design, je parle de porter quelque chose de vivant pour que quelque chose d'encore plus beau rejaillisse de tout ça. Que nous tous, nous allons permettre justement progressivement ce changement d'échelle qui va complètement modifier la surface de la Terre, pour peu qu'on s'appuie sur tout ce qui est vivant. Et là, il ne s'agit pas du tout, là, sur ce point-là, pas du tout d'un message politique ou quoi que ce soit, c'est juste de faire avec le vivant, dans une action d'une modernité qui est souhaitée par beaucoup, la modernité de faire avec le vivant et plus contre elle. L'avenir est uniquement là, me semble-t-il, pour qu'il y ait plus d'amour, tout simplement, sur cette terre. Et au-delà de ce que l'on fait par notre savoir-faire, de la même façon que dans nos sociétés, il y a des sages-femmes qui vont s'occuper des mamans qui vont enfanter, et que nous essayons d'être des sages-femmes ou des sages-hommes, je ne sais pas comment on peut le dire, qui aident la terre à enfanter. La terre enfante, mais se propage par elle-même. Et j'étais étonné en parcourant les abords de quelques-unes des jardins-forêts que j'ai pu parcourir en Belgique et même jusqu'au bout du monde, que tout autour, les sangliers abondent, et que sur une bande de 30 mètres qui tourne autour du jardin-forêt, il y a tellement de vers de terre que les sangliers viennent là pour se repaître. Vous voyez que par lui-même, le jardin se propage déjà à l'extérieur, et que ce que l'on fait pour que notre petite graine ait plein de vie et puisse s'autonomiser justement, et ben ça se propage même chez les voisins, sans même que nous nous en rendions compte.
que notre action peut métamorphoser le monde, mais ce n'est pas du tout une question d'économie, c'est pas du tout une question de rentabilité, c'est une question de faire naître des enfants. Tous les parents, si c'était pour des raisons économiques, n'auraient jamais d'enfants, tant ça coûte cher. Et pourtant, eh ben c'est pareil avec nos jardins. Il nous faut les concevoir, pas en faisant des plans, on fait des plans avec nos enfants, hein. Après, les concevoir pour qu'ils soient autonomes. Ce qui est notre autonomie est aussi l'autonomie de notre jardin, de ce jardin qui est le monde, et que tous ensemble, nous nous appliquons avec beaucoup d'amour à construire. Merci à tous. Vous rendez cette vie merveilleuse, et c'est pour ça que je dis encore avec plus d'assurance que la vie est belle. Et la vie, c'est d'abord l'eau. Alors Samuel Bonvoisin, en tant qu'hydrologue, peut-être un petit mot sur le problème de l'eau, avant d'expliquer en quoi le jardin-forêt pourrait être une solution. Oui, alors on est vraiment face à une situation qui est assez intéressante, et moi je suis vraiment heureux de traverser cette époque qui est, je trouve, vraiment assez magique et stressante en même temps, avec les enjeux qui sont face auxquels on est. Si on regarde un petit peu l'évolution de nos sociétés, de l'agriculture depuis quelques années, en fait on est frappé de voir à quel point on a essayé de contrôler le monde, on a essayé de contrôler nos paysages, on a essayé de contrôler l'eau. Et en fait, on est vraiment dans cette situation aujourd'hui où on est arrivé aux limites de tout ce qu'on a mis en place. Sur la thématique du sol, en fait aujourd'hui on voit que l'industrialisation de l'agriculture au cours du XXe siècle, aujourd'hui elle génère de la destruction du sol, de l'appauvrissement du sol, du tassement du sol, etc. Sur la thématique de l'eau, aujourd'hui on est frappé de voir la dégradation des cycles de l'eau, la multiplication des inondations, des sécheresses. Et on sait faire le lien aujourd'hui, et ça c'est peut-être une nouveauté de ces 40 dernières années, on sait faire le lien entre la façon dont on aménage notre territoire et les conséquences qui sont observées. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, la thématique du climat est abordée aujourd'hui sous un angle qui est un angle très centré sur les questions carbone et de décarbonation du coup dans les solutions, et pas assez à mon goût sur l'angle de l'aménagement du territoire et des conséquences de l'aménagement du territoire. Et si on revient et si on refait le lien avec le jardin-forêt, en réalité aujourd'hui le constat qu'on peut faire, c'est que nos paysages sont de moins en moins capables de participer activement au cycle de l'eau, et donc on a besoin de réinventer en quelque sorte nos paysages, et donc on a besoin de se défaire de structures culturelles qui nous ont conduits là où on est aujourd'hui. Et du coup là pour moi il y a vraiment deux choses qui ont déjà été un peu évoquées mais sur lesquelles je veux revenir. La première chose, c'est qu'un jardin-forêt, c'est un grand bazar. Et un grand bazar, ça fait négliger, c'est pas propre, bref, ça donne l'impression que c'est pas entretenu, ça donne une mauvaise image. Et en fait, tant qu'on ne sera pas sorti de ça, tant qu'on n'aura pas bataillé en quelque sorte, je dis nous, vous, les pionniers, tous les gens qui créent aujourd'hui des jardins-forêts, pour faire émerger une nouvelle vision de ce que c'est le beau. Pour moi, c'est beau un jardin-forêt, mais tant que 80% de la population va trouver que c'est un espace négligé, mal entretenu, on ne pourra pas réussir à faire passer des messages essentiels, des messages qui sont les messages qu'on a envie de faire passer sur l'importance de régénérer les écosystèmes pour faire fonctionner. Parce qu'il y aura toujours cette espèce de tension à l'intérieur de la tête de notre interlocuteur quand on va lui expliquer ce qu'il faudrait faire pour régénérer les sols, pour régénérer les cycles de l'eau, qui va te dire oui, je comprends ce que tu dis, mais en même temps ce qui est beau aujourd'hui pour moi, c'est une pelouse bien tondue, une petite bordure bien entretenue et des massifs bien désherbés. Donc tant qu'on ne sera pas sorti de ça,
on va pas y arriver. Donc pour moi, le message, c'est qu'on a vraiment besoin d'inventer des nouvelles manières de vivre la beauté, de vivre le lien au vivant. Et je pense que nos jardins-forêts contribuent à faire ça aujourd'hui. Et je disais pas ça il y a quelques années parce que j'observais pas. Maintenant, je l'observe à quel point on est en train de réussir cette bascule culturelle. Et ça, c'est ce qui me réjouit. On peut peut-être enchaîner directement, du coup. Alors, en quoi ces jardins-forêts Si on reste d'abord sur des aspects très un peu techniques, on dirait qu'un jardin-forêt aujourd'hui, on traite les sujets de sol, de régénération du sol. Il n'y a qu'à voir l'exemple du sol des jardins des fraternités ouvrières de Moucron pour voir à quel point un jardin-forêt, c'est une machine à constituer du sol et à créer du sol, et on va en avoir drôlement besoin de ces sols pour plein de raisons. Ensuite, on est sur des espaces qui permettent de régénérer les cycles de l'eau. Donc, qui dit déjà création de sol dit stockage d'eau, capacité à limiter les besoins en abduction, en pompage, etc. Plus alimentation des cycles de l'eau verte. Et donc là, on est vraiment dans une tentative pour essayer de recréer ces infrastructures qui ont disparu. Alors, je connais pas les chiffres pour la Belgique, mais en France, le remembrement, c'est 1 million de mares qui ont été supprimées, 750 000 km de haies qui ont été arrachés, et je ne sais quelle quantité de talus, etc. Donc en fait, on a retiré cette rugosité, cette capacité du paysage à retenir l'eau, à le stocker, etc. Donc à travers les jardins-forêts, voilà ce qu'on fait. Les questions de biodiversité, évidemment, plusieurs d'entre vous en ont déjà parlé, et on a vraiment besoin aussi là de retravailler notre imaginaire autour de ça. Juste simplement pour vous dire que depuis que je fais des conférences sur la thématique de l'eau, j'ai très régulièrement, voire à chaque fois, la question de oui, mais ça va attirer les moustiques. Et du coup, quelle n'est pas la surprise des gens quand je leur dis oui, les moustiques, c'est magique, on a besoin des moustiques, parce que si on veut recréer toute la chaîne avec les oiseaux, tous les batraciens, toutes les chauves-souris, etc., on va avoir besoin de cette base de la chaîne alimentaire. Là où souvent la personne attend que je lui dise non, en fait, il n'y aura pas de moustiques, etc. Donc vive les moustiques. Et derrière tout ce travail autour de l'imaginaire, c'est aussi notre peur de la nature, puisque en fait ici on voit bien dans ce festival, avec toutes les personnes avec qui j'ai discuté depuis hier que je suis arrivé, c'est que on partage cette fascination, cette envie de découvrir le vivant, cette envie de savoir cette plante, cet insecte, etc., comment il vit, c'est quoi son habitat, comment il se multiplie, etc. Et on est dans une société aujourd'hui où massivement les gens ont peur des choses qui nous attirent, ou alors sont complètement indifférents. Et donc on a vraiment besoin aussi de recréer ces fils sur lesquels on va pouvoir tirer. Et donc pour moi, cette dimension pédagogique, cette dimension de remise en lien à travers les jardins-forêts de l'humain avec les autres formes de vie avec qui on partage cette planète, pour moi c'est une dimension qui est essentielle. Donc il y a vraiment plein de choses, je vais m'arrêter là parce que je vais laisser pour les autres, mais il y a vraiment plein de choses à travers le jardin-forêt qui en font un excellent outil de médiation. Pour moi, je vois beaucoup le jardin-forêt comme un outil de médiation, d'abord pour soi-même, pour apprendre à se reconnecter avec la vie, et aussi ensuite, si on le souhaite et si on en a le goût, en ouvrant notre jardin-forêt, d'un outil de médiation avec d'autres humains autour de nous qui peuvent en profiter. Si, je ne sais pas qui parmi vous peut répondre, mais est-ce que si on compare la capacité d'un territoire à garder l'eau, à renouveler les sols, etc., est-ce qu'il y a des comparaisons qui sont pertinentes entre une prairie, un jardin-forêt, un potager en permaculture je ne sais pas si vous ou quelqu'un d'autre veut répondre. Quelqu'un d'autre veut répondre? Non, ça va. Alors, c'est difficile parce que d'abord, chaque terrain est différent, la texture du sol, si on a un sol plus argileux, plus sableux, etc., tout ça, ça va jouer énormément. Donc je rejoins un peu Hervé quand il dit en fait ce qu'on cherche c'est à multiplier la vie, c'est-à-dire vraiment les possibilités, notamment sur la question de la régénération des cycles de l'eau. On ne peut pas se tromper si on ramène de la matière organique, si on ramène de la vie, si on recrée une végétation plus dense, en fait il n'y a pas vraiment de possibilité de faire une erreur. Ça c'est vraiment une des choses, je pense qu'on en parlera un peu après, mais on rencontre beaucoup pour des personnes qui débutent dans la création d'un jardin-forêt, c'est la peur de mal faire.
Et moi, je vous invite vraiment à partager ça, à discuter avec les gens de leur peur de mal faire, parce que c'est quelque chose qui génère finalement un sentiment d'impuissance, un sentiment de vertige un peu devant l'étendue de toutes les connaissances qu'il faut avoir. Il y a des gens qui vont lire des livres pendant 3 ans avant de planter leur premier arbre. Quel enfer! Enfin, je veux dire, il faut commencer, il faut planter tout de suite, il faut démarrer, et c'est pas grave de se planter. Donc, du coup, c'est vraiment pour moi une des choses qui est vraiment importante, et on aura l'occasion d'en reparler. Sur la question du cycle de l'eau, en fait, la matière organique, on sait aujourd'hui que c'est un élément clé de la capacité de stockage en eau des sols. Hein. En moyenne, on considère que 1% de matière organique en plus dans un sol, c'est l'équivalent d'une pluie de 15 mm en plus qu'on peut stocker. Donc en période de sécheresse, ça c'est vraiment essentiel. Et puis sur la thématique inondation, qui est peut-être une thématique qui touche un peu plus pour le moment en Belgique, aujourd'hui on sait, notamment par des travaux qui ont été menés suite aux inondations dans la vallée de la Vèzre, que la mise en place par exemple de haies, on estime que c'est moins 38% de risque d'inondation, enfin d'intensité de phénomènes d'inondation comme ceux qui ont été connus en 2021. Une étude pluridisciplinaire qui a été menée, pilotée par l'université de Liège et Jean Blou. Donc on est vraiment dans un contexte aujourd'hui où on a tout intérêt d'aller vers des solutions qui nous permettent de garder l'eau, de retenir l'eau au maximum en amont dans les bassins versants. Les jardins-forêts sont une des voies pour ça. Et c'est une manière tout simplement de prendre nos responsabilités, de dire l'eau qui passe par mon terrain, je la garde, je la fais se rencontrer des photons pour produire du carbone, et on a tout gagné. On peut peut-être rappeler les 4 principes de l'hydrologie régénérative pour prendre soin de ces cycles de l'eau. Et voir en quoi les jardins-forêts répondent à ces 4 principes parfaitement. Le premier principe, c'est de ralentir l'eau pour limiter l'érosion. Alors un jardin-forêt, avec toutes ces strates de végétation, tous ces étages de feuilles, ralentit l'eau au maximum, et on a 0 érosion, parce que l'eau arrive doucement, lentement, elle arrive en ruisselant sur le sol et non pas en venant le marteler. Et puis le deuxième principe, c'est infiltrer. Alors infiltrer, l'eau peut s'infiltrer plus ou moins selon les sols et selon les systèmes racinaires. On parle de plusieurs étages de végétation, mais ces étages, ils se retrouvent aussi sous le sol. On a différents étages racinaires. Alors ça peut correspondre aux étages arbres, arbustes, etc. Des fois il y a des arbres qui ont des systèmes racinaires peu profonds et des plantes couvre-sol qui peuvent avoir des systèmes très profonds. Mais on a un sol qui est vraiment multi-étagé, et donc l'eau qui va pouvoir s'infiltrer en profondeur dans le sol. En plus de ça, ces racines qui se décomposent, elles vont produire de la matière organique, donc sous le sol, en profondeur et en surface. Donc ça va jouer le rôle d'éponge et de rétention d'eau. Samuel nous rappelait qu'il y a 15 mm qui est retenu par pourcentage de matière organique. Ce pourcentage de matière organique, il va évidemment varier beaucoup d'un jardin ou d'un système de culture à l'autre. On a en moyenne, on avait donc il y a 50 ans en moyenne 4-5% de matière organique dans les sols agricoles français. J'imagine que c'est un peu pareil en Belgique. On en a aujourd'hui 1,5% de matière organique. Donc je vous laisse traduire ça en capacité de rétention d'eau. Et puis là, si on revient à nos jardins-forêts, on revient après 45 ans d'expérience au Jardin des Fraternités Ouvrières, 45 ans de dons, de soins, qui produisent 8, 10, 12% de matière organique. Voilà. Je vous laisse traduire 12% de matière organique en capacité de rétention d'eau, en capacité d'éponge. C'est tout ça d'eau qui ne va pas finir en inondation, c'est tout ça d'eau qui va aussi pouvoir, 4e principe, être évaporé, être transpiré, être condensé, être recyclé à des plus petites échelles. Un des objectifs de la régulation des cycles de l'eau, c'est de recréer des petits cycles, des cycles locaux, des microcycles.
faire en sorte qu'une goutte d'eau puisse se recycler au plus proche de là où elle est tombée, qu'elle puisse rebondir, retourner plusieurs fois dans le cycle. Et évidemment, quand on a plusieurs étages de végétation comme ça, l'eau est d'autant plus recyclée que quand elle est transpirée, hop, elle vient se coller sous des feuilles, sur des feuilles, et puis ruisseler le soir, le matin, pour être redonnée au sol. Voilà, tout ça, c'est des facteurs qui font que le jardin-forêt, c'est un fabuleux moyen de recréer des microclimats là où on est. Donc évidemment, si on colle plusieurs microclimats ensemble, ça commence à faire un super beau microclimat. Voilà, c'est chaque fois que les plantes transpirent, c'est aussi des degrés en moins l'été. Un jardin-forêt, c'est entre 2 et 5 degrés de moins qu'à l'extérieur. Voilà, c'est de la fraîcheur dans les îlots de chaleur, c'est du vent en moins, c'est du carbone qui est stocké. Donc évidemment, c'est un rôle fondamental dans la gestion du climat. Est-ce que pour y parvenir, il faut forcément chercher la hauteur, ou est-ce qu'on peut aussi déjà avoir une strate-herbacée je me tourne évidemment vers la spécialiste de la strate-herbacée, Anne Sweetens. Quels sont les apports de ces strates herbacées par rapport aux arbres, par exemple? Oui. Donc, pour la strate herbacée, moi je trouve que ça peut être très très riche. Quand on regarde, on peut même mélanger pas mal de plantes sur des très petites surfaces. Moi, j'ai un terrain qui a 15 arts, donc au niveau arbres et arbustes, c'était très vite rempli. Mais quand j'ai commencé avec la strate des plantes, des couvre-sols, tout ça, c'est vraiment, on peut les mettre vraiment l'un très proche de l'autre. Il y a des plantes qui se ressemblent eux-mêmes, donc ça déjà, quand on parle du travail qu'on a avec la strate herbacée, oui, c'est plus de travail que les arbres, le moment qu'ils sont plantés, qu'ils ont 2-3 ans, qui vont pousser et donner des récoltes. La strate herbacée, il faut entretenir plus. Mais la richesse, c'est vraiment extraordinaire. Des plantes, comme j'ai dit, qui se ressemblent eux-mêmes, on doit juste les introduire et voir qu'ils prennent assez de place et qu'il n'y a pas trop de concurrence des autres plantes. Moi, j'aime bien un peu voir, par exemple, je vois dans la strate herbacée, c'est quand même une strate qui donne beaucoup en automne, en hiver, en printemps, un peu moins dans mon expérience en été, mais là on a tous les fruits des arbres et des arbustes. Moi j'aime bien aussi, j'aimais bien Antoine qui disait si on prend une photo et on voit encore clairement des plantes, ça veut dire qu'il n'y a pas assez. C'est vraiment ça. J'ai essayé de prendre des photos de surface, c'était, je sais pas, 15 mètres carrés, parce que quelqu'un demandait ta strate herbacée, des légumes vivaces, montre-moi. Bon, c'était un bordel. C'était vraiment. Ça ressemblait à rien, mais quand on va voir ce qu'il y a dedans, c'est vraiment plein de plantes. Et par exemple, mercredi, j'ai guidé des gens dans mon jardin, mais j'ai complètement oublié de parler de Ail des ours parce que pour le moment il n'est pas là. Mais en printemps, j'ai récolté. Donc c'est des plantes, on les introduit et on n'a plus vraiment beaucoup de travail. Je dois dire, le plus grand travail, c'est peut-être encore les plantes qui veulent quand même se mettre, qui sont de temps en temps comestibles ou pas, mais qui sont trop vigoureux dans leur croissance. Moi, j'aime bien les orties, mais pas partout. Par exemple, dans mon terrain bouton d'or, ça va se mettre partout. Le lierre terrestre, je dois un peu diminuer ces plantes-là pour avoir une strate herbacée très diversifiée.
dans la strate herbacée, il y a plein de plantes salades, mais vraiment, on peut, oui, en printemps, on peut chaque jour, on peut faire des grosses salades avec des plantes qui ont vraiment beaucoup plus de goût que les salades du potager. On a aussi tous les tubercules. En automne, on peut, on connaît bien le tobélambour, mais on a au cas du Pérou, on a encore plein d'autres. On a en printemps aussi les jeunes pousses, on connaît les asperges, mais les jeunes pousses des émeraucales, la radis, tous des légumes qui nous attendent le moment qu'ils sont bien installés. Et là aussi, comparé avec un potager plus conventionnel, ces plantes, le moment qu'ils sont installés, ils ont un système racinaire qui est beaucoup plus évolué. Donc au moment de sécheresse, ces plantes-là, ils n'ont pas besoin d'être soignées avec de l'eau d'irrigation. Ça marche vraiment très bien. Est-ce que c'est du coup moins de travail qu'un potager traditionnel? Oui, c'est moins de travail, mais il faut quand même encore consacrer du temps là-dedans. Et oui, ce qui est important aussi, il faut commencer à changer ses habitudes alimentaires, parce que là aussi les goûts sont plus forts. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu prononcé, mais les goûts sont un peu différents, moins sucrés. Déjà quand je compare les tonnes de Cuba avec les tonnes de Sibérie, les tonnes de Sibérie il a toute l'année, mais le goût il est quand même un peu plus amer, il est un peu plus un peu plus aigu, un peu moins sucré. Donc, Et alors, je sais que la rentabilité économique est un vilain mot, mais malgré tout, voilà, chez Tchak notamment, on fait attention aux... On a une pensée pour tous les agriculteurs qui essayent de vivre de ce métier. Est-ce qu'on peut vivre d'un jardin-forêt? Je ne sais pas qui parmi vous peut répondre à cette question. Oui, je vis dans un jardin forestier, je vis bien et amusant et tout ça, mais tu dois quelque chose de nouveau dans toute la vie et toutes les manières. C'est comme tu commences à manger des choses différentes, tu manges différent, tu vis différent, mais c'est pendant toute l'année, ça donne beaucoup. Donc si tu veux faire le changement comme ça, c'est génial. Si tu penses à si tu es en train d'attendre les kilos, le tonnage, ça c'est pas amusant, hein, parce que ça dure et c'est amusant maintenant on est en train d'essayer, c'est beaucoup de l'éducation aussi, parce que je pense que le problème le plus grand, c'est la déconnexion avec la nature, et ce que tu as dit avec les pelouses et tout ça. Quand tu as mangé une plante, tu deviens la même, et quand nous sommes très connus pour nos salades avec 90 différentes plantes, chaque année c'est quelque chose de différent. Et aussi, ce que je veux dire, c'est les plantes, ils peuvent donner ce qui est dans le sol. Donc si tu 50 ans, 25 ans, si tu soignes avec beaucoup d'amour et plein de matière organique, tu le goûtes. Et je pense que ça, c'est peut-être le meilleur bénéfice à tout dans le système qu'on oublie maintenant, ou qu'on n'est pas aware, qu'on n'est pas conscient, c'est le goût. Le goût, c'est phénoménal. Et si tu le fais pour toi-même, pour ton famille, pour les environs, je pense que vous avez un endroit oasis très fort et qui va être copié partout. Et sur l'instant, c'est amusant parce que je peux dire à mon petit enfant d'être très il peut manger des shiitake par des kilos et des baies et tout ça. Et je pense que c'est très gourmand, oui, merci. Je pense que c'est très c'est un mouvement. Si c'est
tout le temps l'angoisse et tout ça, et on a peur de ne pas avoir suffisamment. Si vous habitez dans un endroit où il y a trop, tout le temps, et tu commences à partager, et le partage est un lien, et on a commencé, donc je trouve ça très important. En même temps... Oui, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne notre Voedsel-Boss, c'est quoi le principe et quelle est ton activité au jour le jour dans ce lieu? Planter, récolter, manger. J'ai découvert quand le système ici, ça marche, quand la récolte, qui est le travail au début, les premières années le plus dur, quand la récolte et la lutte contre le désherbage et la récolte devient la même. Et donc c'est fantastique parce que les choses que tu amènes au début, tu commences à cultiver et tu commences à manger. Et j'ai trouvé ça très amusant en Australie. Je devais cultiver les orties. Et c'est, tout le reste, on le ramène, mais les orties, on doit les conserver pour du thé. Donc c'est seulement pas là. Et maintenant, on est en train de faire du vin, du Egopod. Et tout le monde dit, oh, c'est super, c'est des Egopod, Egopod. Et c'est... Donc vous êtes dans une perspective auto-nourricière ou il y a une activité commerciale derrière? C'est difficile. Pour moi, ça donne beaucoup plus de plaisir d'essayer de devenir autonome si possible, mais ça donne aussi beaucoup de stress. Donc je pense que c'est pas l'idée, c'est ce que Gilbert a dit avec les frites et tout ça. C'est important de lier, de connecter. Et il y a maintenant, au début, c'est beaucoup de travail. On a des jours, chaque semaine, on organise un jour ouvert. Il y a toujours, depuis 20 ans, tout le temps des nouveaux gens. Donc je pense, waouh, c'est génial. Mais c'est beaucoup de travail. Mais, j'ai oublié. C'était la question? Est-ce qu'il y a une activité économique ou commerciale aussi derrière ce projet, malgré tout? Qu'est-ce que si tu dois, si tu veux cultiver tous, c'est trop de travail. Et maintenant, c'est plus de désherbage, mais c'est récolter, et c'est aussi du boulot. Donc si tu ne manges pas, si tu n'aimes pas manger ou faire, c'est trop. Donc c'est important de lier et de partager et de trouver une solution, mais dans l'abondance, il y a beaucoup à changer. Je crois que cette question de la rentabilité économique, elle revient souvent. Et pour moi, le jardin-forêt, c'est vraiment un autre espace-temps. C'est un espace-temps calé sur le vivant. C'est une forme de jardin qui demande énormément de temps pour récolter, pour transformer, pour naviguer dans cette diversité, pour en prendre soin. Probablement qu'avec des tableaux Excel, de l'ingéniosité, on peut organiser tout ça pour que ce soit rentable. Je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Je pense que le jardin-forêt est là pour nourrir tous ceux qui en prennent soin. Je pense sincèrement qu'une société où une personne nourrit 100, 500, 1000 personnes, c'est une société qui est complètement déconnectée du vivant. Je pense que ce qui est précieux dans un jardin-forêt, c'est justement cette invitation à se reconnecter. Je pense que le jardin-forêt, il a prouvé qu'il pouvait nourrir tous ceux qui lui donnent, tous ceux qui en prennent soin. Mais c'est des jardins communautaires, c'est des jardins qui nous invitent à ralentir. Alors forcément, quand on ralentit dans un monde qui accélère, il y a un décalage. Forcément, c'est compliqué de mettre ça. Donc c'est certainement possible, on sait faire aujourd'hui
On a un cerveau qui est câblé pour ça. Il y a des exemples qui commencent à arriver, mais voilà, je suis pas sûr que ce soit l'idée. Le jardin-forêt, je crois qu'il aide moi, il m'aide à me reconnecter aussi à quelque chose de très féminin, quelque chose de sensible, quelque chose d'organique, quelque chose de courbe. Dès qu'il faut que le jardin soit rentable, il faut lui mettre des lignes droites, il faut réduire la diversité, il faut l'organiser, il faut le contrôler. On repart en fait dans un système qu'on connaît. Voilà, on peut s'en inspirer pour continuer à faire durer un peu le système qu'on connaît. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche? Est-ce que c'est vraiment ça que le jardin nous donne? Poser la question à... Je vais te laisser Corentin et lui enchaîner, vu que tu es la personne qui nous accueille ici. Avant de donner la parole aussi à Michel des Fraternités Ouvrières. Comment est-ce que toi tu vis ton jardin-forêt ici et qu'est-ce que t'en retires? Oui, moi je voulais surtout évoquer le passage à l'action. Enfin, moi je me retrouve ici. Oui, je me retrouverai en face de vous, mais je suis pas du tout un expert. En fait, je connais pas mal de personnes qui se trouvent ici dans cette salle, et ça aurait pu être en fait n'importe qui se trouve ici, qui parlerait de sa propre expérience. En fait, tout est super intéressant, que ce soit en fait de la variété testée dans un petit jardin ou d'un projet agricole beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Tout est vraiment super intéressant. Et en gros, c'est ça. Enfin, en gros, par rapport à l'expérience que j'en retire, c'est que faire juste un jardin-forêt, moi tout seul, sur des hectares, en fait, ça servira à rien du tout. Et voir en fait toutes ces énergies humaines qui plantent, qui testent, qui échangent des savoirs, etc. En fait, c'est ça qui est super important. Et c'est vrai, pour rebondir aussi sur ce que Sam disait. C'est vrai qu'on peut lire tous les bouquins du monde, vous pouvez nous écouter pendant des heures. Au final, ça servira quand même à que dalle. À un moment donné, il faut se mettre à planter, il ne faut pas avoir peur de planter à fond. Et de, bien sûr, commencer, pourquoi pas, petit, soigner, etc. De voir un petit peu, aller en essai-erreur, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais il faut y aller. Moi, je vais la faire courte. Mais moi, ce que je retiens, j'ai visité plusieurs dizaines de super projets, etc. Mais ce que je retiens à chaque fois, c'est qu'il faut planter à stock. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, on n'est pas toujours obligé d'avoir une vision finale du projet, puisque Michel des Fraternités Ouvrières, tu nous disais tout à l'heure que les Fraternités Ouvrières, en fait, n'ont pas commencé avec l'idée de faire un jardin-forêt. C'est venu au fil de la vie de ce lieu. Oui, pas du tout, parce que en fait, nous étions au début des années 70, donc on commençait à parler du jardinage biologique. Donc, J.P. Josine trouvait aussi que produire sa nourriture, mais de façon sainement, donc pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, et c'était tout à fait possible. Et ensuite, le cheminement, c'était ne plus faire de planches de carottes, de poireaux, d'oignons. Mais non, il faut tout mélanger, parce que les plantes, entre elles, s'entraident. Donc, on a déjà pu prouver scientifiquement que, par exemple, les odeurs d'une carotte ou d'un poireau attirent les insectes. Quand on mélange les plantes, les insectes s'y retrouvent moins facilement. Ça, c'est ce qu'on voit au-dessus de la terre. Mais ce qui se passe en dessous, au niveau des racines, on connaît très peu de choses là-dessus. Et les racines d'une salade, ça va jusqu'à 5-10 mètres de profondeur. Donc, qu'est-ce qui se passe là en dessous? Il y a une alchimie avec les champignons, les bactéries, les vers de terre que l'on voit parfois, mais il y a plein d'autres insectes ou de micro-organismes que l'on ne voit pas et qui travaillent pour nous, enfin pour les plantes. Donc le cheminement, c'était donc mélanger les plantes. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre d'arbres fruitiers? Souvent, on disait non, les arbres fruitiers, c'est dans le verger. Le potager, pas d'arbres.
pourquoi. Donc, on a commencé à planter, mais on s'est dit, on va mettre des arbres plus petits, donc avec un petit tronc, qui ne viennent pas trop haut, qui ne vont pas trop gêner les légumes, greffés sur un porte-greffe faible, donc l'arbre ne va pas pousser plus que 3 à 4 mètres. Et il apporte tous les avantages aux légumes. En général, les légumes n'aiment pas le plein soleil, le plein vent non plus. Donc la mi-ombre, la protection du vent, on réduit l'impact du gel aussi sur les légumes. Donc tout ça, donc l'arbre a sa place aussi au potager. Bon, ça c'était les arbres fruitiers communs, pommiers, poiriers. Mais ensuite, on s'est dit, il y a quand même de la place pour mettre d'autres arbres. Donc il y a les petits fruits. N'oublions pas les petits fruits. Ceux que l'on trouve rarement sur les étals de marché, ou bien c'est des fruits qui ont été cueillis soit trop tôt, ou bien qui sont défraîchis. Cueillir des petits fruits chez soi, c'est immensément meilleur que ceux que l'on peut se procurer sur l'étal du marchand. Donc ça aussi, les petits fruits apportent aussi des écrans. Donc on crée des alcôves dans le jardin, donc un microclimat. Et tout ça, c'est bénéfique pour tout ce qui est vivant dans le jardin. J'en venais aux grands arbres, au jardin de Moucron, aux fraternités ouvrières. Nous sommes encerclés de maisons, donc c'est un jardin urbain où il n'y a pas beaucoup de place. Nous avons malgré tout surgrignoté sur des jardins voisins, et nous avons atteint plus ou moins 1800 mètres carrés de terrain. Mais il n'était pas possible de mettre des grands arbres en plein milieu. Donc Gilbert avait imaginé un arbre, un noyer, un châtaignier. Ça peut très bien se planter près d'un bâtiment, près d'une remise, et couvrir ce bâtiment sans gêner le potager. Donc tout ça, c'était une démarche. En parlant des actinidia, donc les kiwis, souvent on disait non, ça ne pousse pas par ici. C'est une liane qui pousse, souvent on dit en Nouvelle-Zélande. C'est tout à fait faux, ça vient de la Chine, qui a la même latitude que nous. Donc si ça pousse là-bas, pourquoi ça ne pousserait pas par ici? Donc voilà, on a installé les kiwis le long d'une façade. Il faut savoir qu'un kiwi, l'actinidia, ça fait des rejets de 5 à 6 mètres de longueur. Donc tout ça, il faut un peu étudier. Et voilà, de fil en aiguille, on est parti d'un jardin potager cultivé en bio, et on est arrivé au jardin forêt, parce que Gilbert était aussi généreux, il voulait tout essayer, et il a planté de plus en plus serré. Et puis il s'est rendu compte que les arbres, les feuilles des arbres en tombant enrichissent aussi le sol. Et c'est tout un cycle de vivant qui continue et qui s'accélère. Donc ça devient de plus en plus riche et donc de plus en plus productif. Voilà. On est nombreux à prendre la parole et donc le temps file, même si c'est dur de ne pas vous faire parler tous un peu plus. J'imagine que dans la salle, vous avez aussi des questions, mais peut-être juste avant de vous laisser poser vos questions. Donc on a bien compris que le conseil pratico-pratique, pour ceux qui veulent se lancer, c'est de planter. Mais à part ça, est-ce que quand même, peut-être certains parmi vous ont des conseils à donner, des erreurs qu'ils ont faites qu'ils auraient préféré ne pas faire. Voilà, pour ceux qui voudraient se lancer vraiment très concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, ou si vous aviez une petite anecdote de quelque chose qui a très bien marché ou qui n'a pas du tout fonctionné. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Pour moi, j'ai pas beaucoup de force, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, donc quand je commence à planter la strate herbacée, d'abord je vais faire une terre qui est nue, oui.
Parce que moi, j'essaye toujours de couvrir. J'ai un petit parcelle, donc je peux faire avec carton et du mulch. Et j'attends. J'ai vraiment de la patience pour attendre, pour que surtout les graminées qui ont tendance à pousser beaucoup plus vite que les plantes de la strate herbacée, qui sont tous disparus. Et seulement après que je commence à planter. Et là, ça me vraiment... ça fait que j'ai beaucoup moins de travail avec ceci. Moi, un conseil que je donne, c'est de commencer petit, ce qu'on n'a pas toujours fait chez nous, mais commencer petit et très dense. Commencer par faire des petits îlots dont on peut prendre soin comme il faut. Plutôt que de disperser l'énergie, concentrons-la au début pour qu'elle puisse après se diffuser. Donc des petits îlots, moi j'ai jamais fait assez dense. Plus ça va, plus je me dis j'aurais pu planter encore plus dense, notamment dans la strate couvre-sol. Un petit îlot, c'est quoi? C'est combien de mètres carrés Alors un petit îlot, ça peut être 5, 10, 15 mètres carrés pour commencer. Ça peut être très bien, ça peut être 100 mètres carrés pour ceux qui ont un petit peu plus de temps. Et puis on peut en mettre comme ça à plusieurs endroits et les relier progressivement. Plutôt que d'essayer de commencer à planter tout le terrain avec des arbres. Commencer par faire petit, pour créer des communautés végétales qui commencent à cohabiter entre elles dès le début. Plutôt que de mettre des arbres et puis de revenir après 5 ans plus tard, mettre des arbustes et puis de se dire tiens maintenant je vais couvrir le sol avec des plantes herbacées. Et puis tester beaucoup de choses. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous dit qui pourrait pousser ou pas pousser. Alors il y a des choses quand même des fois sur des sols très il y a des choses qui supportent pas les sols calcaires ou qui supportent pas l'acide, mais de manière générale, nous on nous disait l'abricotier ça poussera jamais chez vous, mais en fait il pousse très bien. Puis on nous disait essayez l'aziminier, puis il pousse pas du tout. Et puis il y a des choses comme ça, donc faites-vous un petit échantillon de plein de choses. Puis vous pouvez observer et regarder comment ça réagit chez vous pour après multiplier ce qui pousse sur votre sol, parce que l'objectif c'est de trouver les plantes qui correspondent à votre sol. Et puis bien sûr, accueillir, observer ce qui va repousser naturellement aussi pour pouvoir peut-être le domestiquer, le nourrir, l'accueillir aussi un petit peu plus. Mais voilà, vraiment de la diversité. N'hésitez pas à travailler avec les graines, les pépins, les noyaux. Plus ça va, plus on se rend compte que c'est quelque chose de fondamental. Semez, ressemez vos pépins et vos noyaux. Laissez-vous surprendre aussi par ce qui pousse tout seul. Il faut que ce soit un jardin plaisir. Si vous êtes ingénieux et que vous aimez l'ingéniosité, faites-vous un design avec un super plan. Si vous aimez la spontanéité, si vous avez une âme d'artiste, laissez pousser les choses comme elles viennent et jouez, gardez, coupez, taillez, accueillez ce qui vous fait du bien, ce qui est beau. Le premier moteur, ça va être votre plaisir. Donc si vous le faites par contrainte, si vous le faites parce que vous avez peur du monde qui arrive, si vous le faites parce que je sais pas quoi, ça va pas être durable. Ce qui est pérenne, c'est ce qui vient vous faire du bien, ce qui vient vous créer, vous stimuler les petites hormones en vous, pétiller. Donc trouvez la manière qui vous va bien pour faire du jardin-forêt. Voilà, quelque chose de structuré, quelque chose qui vous permet de découvrir, d'explorer, de découvrir le monde, ou bien au contraire des plantes qui vont vous permettre de partager un maximum. Commencez aussi avec des choses simples. Il faut du résultat, il faut avoir du résultat. Un des principes de permaculture, c'est obtenir un résultat. Donc commencez pas par les plantes les plus difficiles à cultiver. Commencez par mettre un parterre de courges, de courgettes. Ça va vous encourager. Mettez des topinambours. Mettez des trucs qui font que derrière, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse et vous avez de la gratitude pour ce que vous avez fait. Ça, comme ça, vous allez pouvoir continuer. Et puis petit à petit, mettre des plantes pour lesquelles vous savez pas trop si ça marche ou pas, si ça va être un peu plus difficile. Voilà, découvrez petit à petit. Un des autres aspects, un des autres écueils, c'est le désespoir. C'est ce moment où il y a une canicule tellement forte que les 3/4 des plantes grillent. C'est ce moment où le vent est tellement fort que le vieil arbre tombe sur la maison et qui défonce le toit. C'est le moment où le maire vient vous voir et Hervé, c'est quoi ces ronces? Vire-moi tout ça.
et qu'il faut trouver un stratagème pour lui expliquer que c'est une collection rarissime de ronces et Pérard, et que non, on ne va pas y toucher. Voilà, c'est tout ce désespoir-là. Et un jour, c'était en 2022, je revenais des alvéoles, la canicule, vous vous rappelez cette grosse canicule? Et j'étais avec des amis dans la voiture, et puis je pleurais parce que je disais, les chênes ont déjà perdu leurs feuilles au mois de juillet, et que tout était jaune, tout était grillé. Et puis il y avait Marlou dans la voiture. Et puis je pleurais parce que j'avais vu mon jardin décliner. Hein. Et quand Marlou est arrivée, elle me dit « Mais Hervé, tu te fous de ma gueule? T'as vu comme il est beau ton jardin ?» Souvent on désespère parce qu'il y a des choses qui se perdent. Et alors qu'à côté ça peut être encore plus désespérant. Mais le fait de subir des assauts répétés de trucs qui vont pas, et qu'après en fait, et c'est ça qu'il faut bien, dont il faut avoir foi quelque part dans ce désespoir-là, c'est que quand la pluie revient, ça reverdit encore plus vite et c'est encore plus beau. Voilà, et donc d'avoir confiance en la nature, ça lui allait tous les moustiques, hein, voilà. Avoir confiance en la nature et se rappeler que la vie est belle. Voilà. Ouais, si j'avais juste un petit conseil à donner, ce qui ressort aussi dans pas mal de techniques agricoles qu'on connaît, que ce soit le jardin-forêt, la syntropie, la forêt Miyawaki, en fait c'est vraiment aussi cette densité qui est super importante, donc qui est aussi bien sûr un allié de la diversité. Et c'est vrai qu'on a souvent peur de densifier, où on parle aussi souvent en termes de compétition, qui j'ai l'impression un peu un reflet aussi de la société humaine, où on se dit mais faut lui laisser l'espace, attention, ça va rentrer en compétition avec l'autre plante, etc. Mais on voit en fait justement que le système est beaucoup plus vivant, que ça accélère le processus et que au final toute cette densité, c'est aussi pour moi la clé à tous ces écosystèmes, et ça apporte beaucoup. Et donc il y a aussi beaucoup plus de coopération qu'on ne le pense dans la nature, et au final c'est très généreux et abondant, donc faut pas avoir peur de densifier si je pourrais aussi donner un conseil, quoi. Et de nouveau planter à stock. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose avant que je donne la parole au public? Qui peut-être on peut commencer par demander qui a une... Ah, pardon. Pour moi aussi quelque chose de très important, hein. Je trouve Bill Mollison, tu connais permaculture, et pour moi ça ressemble les problèmes super compliqués, et on est désespéré, hein. Ça c'est très ça un peu frustrant. Non, oui, donc si tu es ce qui se passe maintenant, que je ne sais pas plus à dire, il a dit des problèmes très compliqués, les solutions super simples. Et c'est la même chose avec planter. Et si tu es dans la tête, tu n'oses pas planter, mais plante tout ce que tu as dit, tout ce que tu trouves. Non, ça ne va pas, ça a besoin d'azote et tout ça. Plante, et peut-être ça marche. Et souvent ça marche. Et aussi, si tu plantes, essaye, n'aie pas peur de l'expériment. Essaye de planter toute l'espèce que tu trouves, mais aussi la même variété, la même race sur des locations très prononcées, différentes. Parce que l'Internet, ok, mais si tu vois qu'est-ce que ce truc fait dans mon coin, ici dans le terrain, ça dit, ça a besoin de l'eau ou pas. Et ça va ainsi j'ai plus de mots français, je pense. Est-ce que peut-être tous ceux qui ont une question en tête peuvent lever la main, comme ça on a une idée du nombre de personnes qui voudraient intervenir? Bon, ça va, je pense qu'on peut donner la...
la parole à tout le monde. Le problème des plantes invasives, comment voyez-vous cela? Comme la renouille du Japon, la fougère règle, bon, ça n'est pas invasive, mais elle peut être embêtante. Quel est votre avis? Quand elles sont dans nos jardins, c'est une bénédiction. On peut les couper, faire beaucoup d'humus et nourrir encore mieux le sol. Qu'est-ce que j'aimerais que tous mes légumes soient invasifs? Merci. Bonsoir, merci en tout cas de votre représentation et d'être là, tous, en tant que... Voilà. Ce que je me demandais moi, peut-être une question simple et qui me pose quand même question, c'est que la manière de travailler, allez, cette conscience et tout ça, c'est magnifique. Franchement, je suis pour. Par contre, au niveau des terrains, de l'accessibilité au terrain pour les gens qui ont conscience, ça se limite en fait, ça devient de moins en moins facile d'accéder à un terrain, même pour ceux qui ont conscience, en dehors de ceux qui ont des bails à ferme ou la chance d'avoir de la famille qui ont été dans l'agriculture, la culture et tout ça. Mais là maintenant, ce que je me pose comme question, qu'est-ce qui nous reste comme terrain pour ceux qui sont conscients, ne serait-ce qu'ici en Belgique? Très peu et de moins en moins. Et je me pose la question, c'est ça le plus important, c'est d'avoir aussi la possibilité d'avoir ces terrains que l'on peut exploiter de manière consciente. Qu'est-ce qui nous reste? Où est la réponse à ce niveau-là? J'ai été complètement effaré quand j'ai appris les prix des terrains ici. Pour 1 hectare, on achète une exploitation entière dans la Creuse. Je pense que là, c'est le collectif, le faire ensemble, vraiment ensemble. Quand ça arrive à ce niveau-là, on n'a pas d'autre possibilité que de faire ensemble, et ce sera plus dur, ce sera plus compliqué, mais de tous ces collectifs dont émergera quelque chose de merveilleux avec la Terre, ça montrera encore avec plus de lucidité à tous les gens qui sont autour que c'est possible. Donc ça va être dur, faites-le ensemble, apprenez à vous co-gouverner ensemble, n'oubliez pas dans vos directoires d'y intégrer la nature, qu'elle aussi puisse s'exprimer au travers de naturalistes, au travers de tas de personnes qui sont proches d'elle, mais faites-le ensemble. Pierre Rosaire, en tant que géographe, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur cette dimension plus collective et systémique? Oui, mais la question que vous avez posée, elle est centrale, c'est l'accès à la terre, pour ceux qui la cultivent, mais également pour tout un chacun. Et je pense que la première chose à faire, c'est le stop béton à tout prix, parce qu'on a parlé du cycle de l'eau, etc. Mais en fait, c'est bien de ralentir, mais si on pouvait arrêter de l'accélérer, ce serait pas mal non plus aussi. Et donc, il faut, avec toute une série d'associations telles que Occupons le terrain, etc., il faut aller là où des espaces verts sont menacés, dans les villes, mais également en dehors des villes. Et il y en a partout. Il y a pas, vous ne pouvez pas faire 10 km sans avoir un combat local, etc. Et ça, c'est la première chose importante, c'est préserver ce qu'il y a. La deuxième chose importante, c'est de faire des alliances avec ceux qui ont. Alors, il y en a qui ont parce que, voilà, ils ont hérité de cela, mais il y a également des pouvoirs publics. Il y a les CPS qui détiennent des terres. La fabrique d'églises détient beaucoup de terres. Les villes et communes détiennent des terres. Et donc, en fait, il faut faire des alliances avec eux pour que ces terres ne servent pas à être loties, pour que ces terres ne servent pas peut-être à une agriculture conventionnelle, mais pour qu'elles servent peut-être à une espèce d'autonomie locale alimentaire qui, et ça a été souligné par d'autres intervenants, n'est pas seulement là pour nourrir les gens, mais également pour créer des liens entre les gens. Et donc, en fait, toute la question de la cohésion sociale se joue également sur ce terrain. Et donc, c'est important, en effet, Et donc, il faut aller parler aux différents bourgmestres, aux différents présidents de CPS,
aux différents responsables de la fabrique d'église et des autres, n'est-ce pas? Et essayer de convenir de choses. Et je pense que plus personne n'est insensible à la question de la transition et à l'idée que tout le monde puisse manger à sa faim correctement. C'est quelque chose qui fait son chemin et qui, je pense, à force, va se multiplier, va s'aimer. Avant de prendre encore peut-être une ou deux questions, je fais juste un petit teasing pour dire qu'après le débat, on va annoncer les résultats du concours des bocaux. Voilà. Peut-être en complément, il y a une association très active en Belgique, Terre en Vue, qui est l'équivalent de Lien en France, et qui a justement pour but de rassembler les énergies citoyennes et l'argent citoyen pour favoriser cet accès à la terre, et qui essaye au niveau des institutions et des privés de jouer l'intermédiaire entre les personnes qui souhaitent développer des projets et les personnes qui disposent de terre. Et donc c'est une association qui peut faire ce lien fondamental entre le projet et la terre. Une coopérative, oui. En France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais on va avoir une grosse transition démographique dans le domaine agricole, puisqu'il y a une majorité des exploitations qui vont être à la retraite et donc qui sont à reprendre. Et la grosse question qui se pose, c'est qui les reprend? Est-ce que ça va à l'agrandissement? Est-ce que ça va pour des sociétés agroalimentaires ou à des coopératives de production, des coopératives citoyennes? Donc je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, mais là dans les années, si c'est pas, oui, voilà, donc il faut s'organiser pour être prêt à apporter des réponses, être prêt à racheter collectivement ces terrains. Il y a besoin aussi de gens qui vont racheter des terrains en France, reprendre des exploitations, donc venez aussi en France. Il y a plein de places. Corentin, je crois que tu avais une petite info au service à faire passer ou pas? Non? Ok. Alors je glisse juste le fait que Terre en Vue est l'un des nombreux partenaires de la revue de Tchèque, et donc dans la revue de Tchèque on met aussi régulièrement en avant toutes les initiatives qui émergent de la société civile pour lutter contre l'accaparement des terres par les plus gros et les plus puissants. Je voudrais partager une petite expérience. Donc depuis 3 ans, j'œuvre à travers une association qui s'appelle Pour une hydrologie régénérative, qui est en France, qui a une équivalente un peu plus jeune en Belgique, qui s'appelle Hydrologie Régénérative Belgique. Et en fait, en France, l'association Pour une hydrologie régénérative s'est donné comme mission d'essayer de faire émerger l'hydrologie régénérative, non pas seulement à travers des initiatives portées par des citoyens ou des agriculteurs sur leur terrain, mais aussi au-delà et à travers des projets territoriaux d'hydrologie régénérative. On appelle ça, nous, des PTRCE, plans territoriaux de régénération des cycles de l'eau. Et donc aujourd'hui, on accompagne des collectivités territoriales qui souhaitent transformer leur manière de gérer l'eau de façon à y intégrer les principes de l'hydrologie régénérative. Et je vous dis ça parce que pour moi c'est très important d'éviter le piège dans lequel on tombe souvent quand on construit des modèles, quand on a des visions, des projets de société. C'est vrai par exemple avec l'agriculture bio. L'agriculture bio en France pendant longtemps c'était un projet de société porté par des paysans qui souhaitaient la sortie des pesticides, qui souhaitaient prendre mieux soin du sol, etc. Aujourd'hui c'est un label avec du coup des intérêts économiques qui sont liés à ce label. C'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de gens dans la société française comme étant l'initiative de certains agriculteurs. Si tu veux faire du bio, tu peux, mais embête pas les autres s'ils veulent pas faire du bio et qu'ils veulent faire autrement. Et donc pour absolument éviter ça, nous on est parti non pas dans l'optique de se dire on va se fédérer entre gens qui font de l'hydrologie régénérative pour être plus fort et plus costaud, avec le risque que demain il y a des gens qui vont nous dire vous voulez faire l'hydrologie régénérative sur votre terrain, très bien pour vous, mais moi si je veux pas en faire, venez pas m'embêter. Nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait des politiques publiques qui se transforment
la gestion de l'eau, qui fasse en sorte que l'hydrologie régénérative irrigue en fait l'ensemble des dynamiques de gestion de l'eau dans le futur, non pas seulement sur les terrains des particuliers, mais aussi dans les villes, dans les campagnes, à travers l'agriculture, à travers la gestion des forêts, à travers la gestion des rivières. Et donc moi, un des rêves que j'ai pour les jardins-forêts, c'est que de plus en plus, ça ne soit pas que des projets portés par les citoyens sur leur terrain, mais soit des projets portés par les collectivités, par les entreprises, portés à l'échelle des territoires, avec l'intégration de ces dynamiques dans le cadre de ceintures alimentaires vertes autour des villes pour travailler sur les questions d'autonomie alimentaire et de résilience alimentaire des territoires. D'accord ? Et pour ça, ça demande d'avoir une posture et une position un peu particulière, qui n'est pas seulement la question de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte pour aider chacun à faire un jardin chez soi, mais comment aussi on s'organise collectivement, on intègre les conseils municipaux à l'occasion des élections, on va au niveau des provinces, au niveau des régions, etc., pour qu'il y ait des vraies politiques publiques qui soient favorables à l'émergence de ces jardins-forêts. Peut-être une toute dernière question. Moi, en fait, je voudrais juste partager un petit bout de mon expérience par rapport justement à ces terres, etc. Ça veut dire qu'au fait, on m'a remis il y a une quinzaine d'années un terrain d'1,5 hectare avec une partie à bâtir dessus. Depuis lors, j'ai travaillé 8-10 heures par jour, c'est-à-dire tous les jours, à créer une forêt comestible. Maintenant, ce terrain, en fait, il est plus en prêt, il est à vendre. Donc j'ai entendu l'histoire des fraternités ouvrières, etc. Et donc je voulais juste me mettre debout pour qu'on voit ma tête, savoir que chez nous, au fait, nous avons donc une forêt comestible qui a plus ou moins 15 ans, qui ne nous appartient pas, où j'ai mis toute mon énergie et je chercherai quelqu'un parmi vous, je suis ému, pardon. Mais donc je suis à la recherche de quelqu'un qui voudrait partager avec nous ce lieu, en sachant qu'il y a une terre à bâtir qui fait le haut du terrain, où c'est possible de construire, etc., etc. Et donc je voulais profiter de l'histoire de Terre en Vue, de Gilbert, et nous on est quelque part un peu dans la même situation, où on a donné toute notre énergie pour faire naître de belles choses et produire beaucoup. Ces produits, on ne les vend pas, on les donne, donc on n'a pas développé pendant 15 ans des capacités financières de racheter le terrain. Et donc on est à la recherche, moi, ma compagne, on a 5 enfants et une association, une SBL autour, de gens qui voudraient partager encore un petit bout de vie avec nous et de permettre à cette terre de continuer à augmenter son potentiel, etc. etc. C'est à Rochefort. Rochefort-Wavreil. Donc, pour ceux qui voudraient avoir un visuel, Corentin est venu nous filmer et également, j'ai oublié son nom, désolé. Yali est venu nous filmer ce matin. C'est pas encore, voilà. Mais donc c'est possible de voir le terrain sur la chaîne de Corentin et de voir, là c'était l'année dernière, cette année-ci on a augmenté. Le but c'est de continuer, mais on cherche des gens donc, qui auront envie de partager un petit bout de vie avec nous et de financer quelque part le projet. Et nous on peut mettre tout ce qu'on a. On mettra tout ce qu'on a en termes d'argent et d'énergie pour continuer. Voilà. Et donc pour retrouver cette vidéo, il faut aller sur la chaîne de Corentin. Est-ce que tu peux nous dire comment trouver ta chaîne? Oui, simplement si vous tapez arbuste fruitier - pépinière en permaculture. Salut les permapotes. Corentin, c'est influenceur de choc. Et ça me fait penser que je voulais poser une question que j'ai oublié de poser. Est-ce que ceux qui sont ici pourraient, tous ceux qui ont un jardin forêt pourraient lever la main, comme ça on se rend compte un peu de... Ouh là là. J'espère que vous en avez quand même appris, même si je pense que j'étais peut-être celle de la salle qui en connaissait le moins sur le sujet. Donc voilà, j'ai beaucoup appris, même si c'est un peu frustrant de ne pas vous laisser tous prendre plus la parole parce que voilà, vous avez tous beaucoup de choses à dire. Et donc c'était une introduction qu'on va pouvoir poursuivre pour ceux qui ont la chance de prolonger un peu la soirée.
Alors je pense que je dois laisser la parole à la personne qui va venir distribuer les prix des bocaux. Et puis j'en profite encore une dernière fois pour dire qu'il y a des revues de chaque à donner. Je peux en donner, d'après ce que mon rédacteur en chef m'a dit, 10. Après ça, je dois les vendre. Parce que malheureusement, l'économie a parfois une réalité quand même. Alors, je détourne le micro quelques secondes avant de laisser la parole à Anne. Simplement pour vous dire, vous partagez en avant-première, parce qu'on n'a pas encore lancé la com, mais que le festival en ligne des Jardins-Forêts des Alvéoles va se prolonger cette année pour une nouvelle édition. On va décaler un petit peu la date. Habituellement, ça a lieu autour de la Toussaint, fin octobre, début novembre. Cette année, ça va avoir lieu du 2 au 5 décembre. Et grande nouveauté cette année, il va y avoir aussi du présentiel, puisqu'on va accueillir un certain nombre de nos invités sur le site de l'auberge qui a été de la Ruche, qui est l'auberge qui a ouvert cette année des Alvéoles à Oust-sur-Scie, dans la vallée de la Drôme. Et donc, du coup, on aura une version encore un peu plus hybride sur ce sujet présentiel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à noter les dates dans vos agendas, même si je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui attendent que le festival soit fini pour écouter les podcasts et regarder les vidéos après le festival.